Un exécuteur a pris des tenailles d'acier, l'a tenaillé d'abord au gras de la jambe droite, puis à la cuisse, de là aux deux parties du gras du bras droit, ensuite aux mamelles. Il a eu beaucoup de peine à arracher les pièces de chair qu'il prenait dans ses tenailles en les tordant. Mais aujourd'hui, heureusement, on n'a plus ce genre de supplice, ou du moins pas sur la place publique. Quand j'étais petit, je regardais Vidéogag à la télévision. Et j'étais une fois complètement choqué par la vidéo d'un gars qui se blessait réellement, sur fond de rire enregistré. Si les films nous ont habitués à la violence, elle est le plus souvent sous sa forme fabriquée, fausse, elle est fictionnelle. Mais lorsque l'image nous donne à voir une violence réelle, les implications sont beaucoup plus graves. La violence d'un accident ou d'une agression est décuplée lorsqu'elle est filmée, car elle est associée à un voyeurisme malsain rendant complice l'opérateur, celui qui filme, et le spectateur, celui qui regarde. On peut aussi ajouter une troisième entité, le diffuseur, celui qui partage. Ces images, photos ou vidéos, posent des questions morales et légales, avec des frontières assez floues entre l'acceptable et le répréhensible. Car ce qui est choquant dans un pays ne l'est pas dans un autre. De même, la violence faisait bien plus partie du quotidien dans le passé, comme l'illustre l'extrait de Surveiller et punir de Michel Foucault que j'ai lu en introduction. Et dès qu'on y a mis le doigt, ce sujet ouvre de nombreuses réflexions anthropologiques, artistiques et même philosophiques. Qu'est-ce qu'une violence réelle à l'écran ? La violence réelle, elle appartient moins au cinéma qu'aux documents journalistiques, sportifs, personnels et même terroristes. Toute une frange d'objets peu étudiée. Le milieu universitaire commence cependant à s'y intéresser, et j'ai pu m'entretenir avec Maxime, qui a écrit son mémoire de cinéma sur les vidéos réalisées par des terroristes, et qui a réfléchi à ce qu'était une violence filmée. Et si je vais en parler, je ne vais pas pouvoir montrer beaucoup d'extraits. Déjà parce que sinon l'émission va sauter de YouTube, mais aussi parce qu'ils sont répréhensibles moralement, car ils bravent des interdits. Il serait complexe de dresser une cartographie complète des vidéos de violence réelle, mais je les diviserai en deux catégories, les actes de violence accidentels et les actes de violence encadrés. Et j'aimerais même les subdiviser en deux groupes, les actes simulés qui dérapent et les accidents filmés. Et de l'autre côté, les actes de violence acceptés en société et les actes de violence illicites. Et je me concentrerai sur la violence physique, qui est peut-être plus facile à cerner que la violence morale, qui est parfois liée. Je vais définir un peu ces catégories. Pour des raisons multiples, on aime la violence à l'écran et on la simule. Mais les cascades peuvent mal tourner et les règles de sécurité se sont affermies tout au long de l'histoire. En 1928, Michael Curtis tourne L'Arche de Noé pour la Warner, film épique au sujet biblique, avec des scènes d'inondation très mal gérées, pendant lesquelles moururent 3 figurants et faisant de nombreux blessés, comme le rapporte l'historien John Baxter. Il y a pléthore d'exemples de cascades qui tournent mal, avec certains genres cinématographiques plus représentés que d'autres. Le burlesque par exemple, qui prend plaisir à faire violence au corps humain. Buster Keaton s'est mis dans des situations très dangereuses lors de ses tournages, se blessant parfois gravement. Dans Sherlock Jr., il s'accroche à une citerne qui lui déverse des violentes trompes d'eau sur la tête, lui brisant la nuque et l'assommant presque sur les rails. Les Stooges collectionnent eux aussi les fractures et coupures. Le plus impressionnant est qu'ils arrivent presque toujours à finir la scène dans la douleur. Cette violence s'excuse encore lorsqu'elle implique des acteurs burlesques, à la fois acteurs et metteurs en scène, mais elle devient problématique lorsqu'elle est imposée aux acteurs par des réalisateurs, au mieux insouciants, au pire malveillants. L'acteur sert malheureusement parfois d'objet filmé. Il est utilisé pour raconter un propos et ne sort pas forcément grandi de l'expérience. Dans certains cas, il peut même être marqué à vie. On se souvient de la polémique autour du Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci, film comprenant une scène de viol où le personnage de Marlon Brando sodomise une jeune femme. L'actrice Maria Schneider a bien subi une agression sexuelle lors du tournage, car elle n'était pas avertie de la scène et était maintenue au sol de force dans un état de tétanisation qui l'a traumatisée. Et bien sûr, toute l'industrie pornographique est entachée de violences faites à la personne. Sous couvert d'une mise en scène et d'un consentement recueilli au préalable, les actrices peuvent être violées, forcées à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire, sous la pression d'une équipe de tournage en majorité masculine et plus âgée. Et on est là à la frontière de la catégorie, qu'on pourrait plus représenter comme un spectre, puisqu'il s'agit moins d'un dérapage que d'une violence, tout à fait acceptée, puisque diffusée sur des sites légaux.
Mais les récents scandales qui ont touché Pornhub et d'autres sites porno sur le contenu qu'ils hébergeaient sans aucun contrôle ou censure, notamment de la pédopornographie ou des viols, permettent, je l'espère, d'éveiller les consciences sur ces problèmes systémiques. Notre deuxième sous-catégorie concerne les accidents filmés, car rien n'échappe aujourd'hui aux caméras qui sont dans notre poche, dans les voitures ou dans les rues des villes de droite. Si les accidents sont anodins, que votre pote se casse la gueule ou que maman tombe à cheval, ils sont mis sur YouTube, ou passés à la télé, à l'époque où la télé c'était encore un truc. Oh my gosh! Et dès qu'on touche au macabre, que l'accident est fatal ou blesse sévèrement, le contenu finit plutôt sur des sites obscurs, BestGore ou LiveLeak, qui sont aujourd'hui fermés, mais remplacés par de nombreux clones auxquels je ne ferai pas de pub. Et si l'on en parle peu, ces sites sont néanmoins très populaires, faisant des millions de vues à chaque vidéo, et engrangeant, de fait, de sacrés bénéfices. Et c'est problématique, car les victimes sont non consentantes, ce qui est souvent le cas lorsqu'on est mort. Et leur image est balancée en ligne pour l'amusement des gens. C'est un manque notoire de respect pour leur intégrité physique et morale, sans parler de leur droit à l'image. J'ai distingué les différentes catégories que sont l'opérateur, le diffuseur et le spectateur, qui ont différentes responsabilités. Dans le cas d'une violence accidentelle, celui qui filme n'a pas de responsabilité, puisqu'il assiste à une violence accidentelle qu'il n'a pas provoquée. Cependant, il a la responsabilité de lâcher la caméra et d'intervenir pour aider la personne en détresse. Et on peut parler d'éthique documentaire ou journalistique, mais c'est juste une question légale. Ne pas intervenir, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est une question qui fait problème aujourd'hui, puisque le premier réflexe face à une agression, c'est de sortir son portable, pas d'aider la personne. L'opérateur est un complice. Dans Nightcall de Dan Gilroy, on a une critique des chaînes d'infos américaines cherchant à montrer le contenu le plus choc possible, dans la limite de l'acceptable, pour draguer un audimat en quête de sensations fortes. Lou est un petit criminel, solitaire et opportuniste, qui se découvre une vocation dans la captation d'images violentes, allant même jusqu'à devenir complice et orchestrateur de crimes par intérêt pécuniaire. Certes, c'est un sociopathe, mais dont le comportement est encouragé par les médias, qui diffusent ses vidéos sans recul critique et lui permettent en fin de compte de réussir dans sa macabre entreprise. C'est la société de réussir quel qu'en soit le prix. Car la société aime la violence, elle la rend parfois acceptable. D'où la deuxième catégorie, celle de la violence encadrée. Elle est cherchée, planifiée. L'opérateur en est conscient. Il l'approuve en quelque sorte. Dans une première catégorie, on a tout ce qui est légal, notamment les sports de combat. La savate, la boxe thaï, tout ce qui implique des adultes consentants en venant aux mains, aux pieds ou à toute autre partie du corps. Dans un autre domaine, les violences d'État sont légales. Par exemple, les frappes aériennes sur des zones de guerre, qui sont gérées par retransmission vidéo. Ça donne un aspect froid, mécanique, déshumanisé à la mise à mort. Et ce sont ces documents vidéo, classés secret défense, qui refont parfois surface, notamment avec Wikileaks, et créent la polémique. De façon générale, toute image de guerre est problématique. Elle témoigne de l'absurdité du conflit. La violence, vécue de l'intérieur, semble toujours injustifiée. La guerre du Vietnam, qui fut sans doute le conflit le plus couvert médiatiquement, a laissé des clichés saisissants, témoignant de l'horreur des exécutions, des bombardements imprécis sur des civils innocents, de la division d'un pays ou du traumatisme vécu par les troupes américaines. Si l'on peut distinguer la violence légale et illégale, on peut aussi distinguer ce qui est moralement répréhensible ou non. Une violence institutionnalisée apparaîtra comme beaucoup plus légitime que quelque chose de bénin mais d'illégal, qui est une forme incontrôlée, anarchique de la violence. Une frappe aérienne chirurgicale, oui, mais la chemise d'un directeur de chez Air France déchirée, non. La modernité, du moins à l'Occident, est venue avec une canalisation des violences. Elle est contrôlée et l'apanage d'un pouvoir centralisé. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. On Oui. entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Michel Foucault intègre ça à une transformation des structures sociales, où les institutions, que sont la prison, l'école, l'hôpital, vont mettre l'individu à sa place et le forcer à s'intégrer. La justice ne fait plus un spectacle des exécutions ou des supplices, elle est l'application d'une règle juste et presque mécanique. Foucault a écrit que l'histoire pénale a évolué, en infligeant des punitions moins immédiatement physiques, une certaine discrétion dans l'art de faire souffrir, un jeu de douleur plus subtil, plus feutré et dépouillé de leur faste visible. A disparu le corps comme cible majeure de la répression pénale. La punition a cessé peu à peu d'être une scène. Ça coïncide ou ça engendre une sensibilisation de la population qui ne veut plus voir du sang au quotidien.
Le 19e siècle voit en effet la fabrication d'un homme sensible, rétif à la violence visible. Le processus de dépublicisation des exécutions doit être réinscrit dans ce contexte historique d'un refus et d'un recul des marques de la violence dans l'espace public. Et l'État a intérêt à affermir son pouvoir en faisant disparaître la violence. Dernière catégorie, les violences illégales, qui concernent surtout les agressions filmées, documents que vous ne devriez pas voir ou avoir vus, car on a interdiction de les diffuser, et à juste titre. Ça ne les rend pas moins nombreux, diffusés sur des sites peu regardants de leur contenu ou partagés au sein de réseaux, soit militants politiques, soit groupes d'amis, soit corps de métier, etc. C'est par exemple l'api-slapping ou vidéo lynchage, agressions filmées et diffusées, et pour lesquelles la loi condamne sévèrement. En théorie, car comme toujours la loi est rarement appliquée, est constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, prévenues par les articles X, Y, Z, le fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission de ces infractions. Plus la victime est lourdement blessée, plus la peine est lourde. Et le fait de diffuser ces images est puni de 75 000 € d'amende. La violence peut être aussi sexuelle, servant à humilier ou à faire chanter les individus concernés, voire les affaires impliquant Pornhub, où des jeunes filles mineures ont été forcées à se filmer sous peine d'être dévoilées à leurs proches. Je ne jette pas la pierre à tout le porno, il est des productions respectueuses des individus et dont le contenu, même extrême, est cathartique. C'est l'avis de Max Renn dans Vidéodrome de David Cronenberg. Your television station offers its viewers everything from softcore pornography to hardcore violence. Why? Well, it's a matter of economics, Serena. We're small. In order to survive, we have to give people something they can't get anywhere else. But don't you feel such shows contribute to a social climate of violence and sexual malaise? And do you care? Certainly I care. I care enough, in fact, to give my viewers a harmless outlet for their fantasies and their frustrations. And as far as I'm concerned, that's a socially positive act. Ce à quoi le professeur Oblivion répond que l'écran de télévision est devenu la rétine de l'œil mental, signifiant peut-être qu'on a inversé les perspectives et que l'on lit à présent le réel comme une fiction télévisée. C'est par exemple l'effet néfaste que peut avoir le porno sur des individus mal éduqués sexuellement, essayant de reproduire au lit ce qu'ils ont vu à l'écran. Pour en revenir à la violence illégale, il existe aussi toute une sphère de production de films illégaux, de réseaux pédopornographiques au snuff movie. Pour rappel, ce nom concerne des films où des individus sont torturés ou mis à mort. Si c'est souvent des vidéos courtes de malades, filmant au fond de leur cave, il est des histoires de production organisées et bien financées, faisant ça proprement dans l'ombre. Le sujet est complexe, peu étudié, et j'avoue que c'est un terrain fangeux dans lequel je n'ai pas envie de me plonger. Dans le film de Cronenberg, c'est le programme appelé Vidéodrome, dans lequel des gens sont torturés pour de vrai. Point de départ pour une confusion cauchemardesque de la fiction et de la réalité. Les snuff movies, c'est surtout une source d'inspiration pour des fictions, notamment Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, qui raconte le tournage d'un film anthropologique dans une tribu cannibale, qui finit par dévorer l'équipe. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'on s'est demandé après si les acteurs étaient encore en vie. Et s'il s'agit d'une fiction, elle comprend néanmoins des mises à mort réelles, celles d'animaux, des macaques, une tortue, un porcelet. De même que dans Apocalypse Now, on a la mise en scène d'une décapitation rituelle d'un bœuf. Des choix de mise en scène très problématiques, surtout avec l'évolution de la pensée antispéciste aujourd'hui. Notre sensibilité évolue, et l'empathie que nous avons à présent pour les animaux amène les groupes militants, notamment L214, à miser pour la diffusion de vidéos choquantes prises dans les élevages intensifs ou abattoirs. C'est une utilisation militante, presque politique, de l'image, qui rappelle que la violence réelle a un caractère vendeur, un attrait. On aime le réel, d'où le succès des téléréalités et des films inspirés d'une histoire vraie. Il est d'ailleurs fréquent que la violence fictive se fasse passer pour réelle, alors qu'il est rare que la violence réelle se fasse passer pour fictive. La violence réelle a donc une force politique, une influence, et qui peut servir à la propagande ou au terrorisme. L'État islamique tourne depuis longtemps des vidéos d'endoctrinement ou de mise à mort, tantôt pour convertir, tantôt pour terrifier. Et le pire, c'est que les années et l'argent ont professionnalisé ces productions, puisqu'ISIS dispose de matériel cher et de techniciens pros. De l'autre côté du spectre, les suprémacistes blancs font aussi appel à la vidéo. Maxime a notamment travaillé sur le live diffusé par Brenton Tarrant lors de ses attentats à Christchurch, qui firent 49 morts et 51 blessés. En fait, beaucoup de terroristes se filment on a l'exemple de Daesh, par exemple, qui se filme en train de commettre des décapitations. Là, ce qui change, c'est le mode de diffusion, la diffusion en live, en direct, du coup, avec tout ce que ça implique d'absence de contrôle, etc. Et ensuite, le dispositif esthétique.
le fait d'avoir une caméra sur le torse en vue à la première personne. Cette vue à la première personne se développe avec les caméras portatives. C'est le point de vue du chasseur youtubeur qui nous donne à voir la traque de la galinette cendrée de façon immersive, comme dans un FPS. Tout ce que l'on voit devient alors une cible, on déshumanise, ou plutôt on désanimalise, si l'on veut emprunter un vocabulaire antispéciste. Les deux terroristes dont je parle ont beaucoup été influencés par ces trucs de jeux vidéo et on le voit à plein de moments en fait, dans la manière dont ils mettent en valeur leurs armes, dans la manière dont ils se filment. Certains même le mentionnent dans leur manifeste écrit. Dans le cas de Stéphane Balliet, qui a commis un attentat à Halle, lui a carrément intégré dans son manifeste. En fait, il s'est créé des achievements pour sa barbarie, en se disant que, par exemple, je sais pas, si il arrive à tuer que des juifs, ça lui fait plus 50 points. Voilà, et des choses dans ce genre-là qui sont complètement lunaires hein, quand on en parle. On voit que le spectre est large entre la petite chute anodine et qui fait rire et l'affreux meurtre. Et les frontières sont parfois floues entre ces documents et l'acceptabilité varie en fonction de l'époque et du groupe cible. Parce que dans tous les cas, la violence, elle est socioculturelle. Elle s'inscrit à un temps même, elle s'inscrit dans un temps donné, dans une société donnée. Quelque chose qui est jugé violent ou choquant par nous, Français, en 2021, est complètement différent de ce qui était jugé violent 200 ans avant par des Français ou même maintenant par des Chinois, par exemple. Et cet écart social se retrouve dans les documents vidéo. Le climat de violence dans les pays d'Amérique latine et la proéminence des gangs est à l'origine de tortures et d'exécutions filmées. Soit que la vidéo serve à affermir le pouvoir du dit gang dans une logique de démonstration de force, soit qu'il s'agisse d'une humiliation de l'ennemi, comme avec la mutilation des prisonniers lors des guerres. Déjà sous la Rome antique, l'image importait dans les rivalités politiques. L'exécution de Cicéron, adversaire de Marc-Antoine, a été suivie de son exposition de ses mains et de sa tête sur la tribune des rostres, histoire de passer le message « Tiens ta langue, sinon je te la coupe ». Si le fait de se savoir filmer peut retenir le geste de quelqu'un qui s'apprête à commettre une violence, la caméra peut avoir l'effet inverse. Elle inscrit une preuve, elle est comme un fusil braqué sur la personne qui l'incite à ne pas se dégonfler. Chris Marker développe cette idée dans Level 5, lorsqu'il fait commenter par Catherine Belkodja les images de la guerre du Pacifique, lorsque les civils japonaises de Saipan se suicident par honneur à l'arrivée des troupes américaines. Au ralenti, on voit mieux cette femme qui se retourne, qui voit la caméra. Est-ce qu'on est sûr qu'elle aurait sauté si au dernier moment, elle n'avait pas compris qu'elle était vue? J'ai pensé à ce type de Paris 1900 qui essayait un invraisemblable saut avec un espèce de parachute de Batman au premier étage de la Tour Eiffel. Et on voit tellement que, au dernier moment, il comprend que son truc ne tient pas, qu'il va se tuer. Mais la caméra est là. Et il ne veut pas se dégonfler. Alors il saute. Et il se tue. Et c'est en réfléchissant aux images que l'on consomme que l'on peut différencier ce qui relève d'une curiosité morbide d'une véritable intention documentaire ou artistique. Et cela se joue autant dans le regard porté par l'opérateur sur son sujet que dans notre rôle de spectateur. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que l'on en tire? Car le spectateur est acteur, qu'on se le dise. Il serait exagéré de qualifier d'omniprésentes les images de violence réelles, les médias ayant tendance à lisser l'image pour mieux la vendre, et Facebook censure tout ce qui est choquant. Mais l'omniprésence des écrans a rendu accessible à tous des contenus choquants, illicites et répréhensibles moralement. Questionnez-vous donc sur vos valeurs la prochaine fois que vous regardez quelque chose qui implique un individu non consentant. Car qui sait, c'est peut-être vous qui serez sur la tribune des rostres plus tard. Merci à tous, n'hésitez pas à donner sur Tipeee si ça vous a plu, et à la prochaine sur l'émission Écran d'arrêt.